Bien, bonsoir. Je ne vais pas vous faire d'insulte de vous rappeler le thème sur lequel nous sommes là aujourd'hui, mais je le rappelle quand même. Entreprendre en Afrique, la place de la diaspora. On a un léger retard, mais la plupart des personnes qui vont intervenir sont déjà là. Les organisateurs sont là, ce qui est très bien. Et surtout vous êtes là, ce qui nous permet de commencer. Première chose, je voulais déjà passer la parole à Steve pour la présentation de l'organisation qui nous accueille aujourd'hui et qui nous rassemble pour cet échange au coin du feu, pour présenter la DSP. Bonjour Steve. Bonjour, merci Louis. Donc bonjour à tous. Donc moi j'ai la lourde charge de présenter la DSP pour ceux qui ne la connaissent pas. Je sais que la plupart d'entre vous ont déjà eu l'occasion de venir à des précédentes conférences ou alors ont vu passer via les réseaux sociaux des annonces sur des conférences ou alors des sujets qu'aborde la DSP. Alors le cycle DSP, ça veut dire diaspora solidaire et participative. Avant d'entrer dans l'explication de nos missions et de notre vision au sein de la DSP, je voudrais vous faire partager une toute petite vidéo qui résume bien la DSP en 1 minute 5. Donc il y a un problème de son. Qui a un peu plus de 2 ans. Yebisa famille tolingaka bango liboso bawa yebisa boyoyo okumisaka ye yebisa lolango na yo kozela te bakufa o nsimo ya kotanda mosolo kozela te bakoma na bokono lakisa lolango na yo. Alors cette petite vidéo résume bien ce que c'est que la DSP Afrique, diaspora solidaire et participative. Il y a des termes qui reviennent, panafricanisme, Afrique, diaspora. Et donc la DSP a pour objet de transférer l'expertise de la diaspora que vous êtes. Donc vous avez un savoir-faire, vous avez des compétences. Et au sein de la DSP, effectivement, on reçoit toutes ces compétences et on met en place des mécanismes pour justement créer un lien entre la diaspora et les acteurs socio-économiques de nos pays d'Afrique. Donc le principe, il est assez simple. C'est que ce partenariat solidaire est mis en place pour faire bénéficier aux acteurs socio-économiques de nos pays de notre savoir-faire. On est tous dans un domaine particulier ici, certains sont dans la finance, dans le médical, dans l'assurance, dans l'informatique. On a tous une compétence, un savoir-faire. Et on va régulièrement dans nos pays. On va régulièrement dans nos pays passer des vacances, 2 semaines, 3 semaines ou plus. Donc la DSP vous demande, pendant ces vacances-là, de consacrer un peu de temps à accompagner un acteur socio-économique sur place qui n'a pas les moyens de se former ou qui n'a pas les moyens de former ses collaborateurs. Donc c'est vraiment des vacances solidaires. Je vais à Bamako pour 3 semaines, ou plus, ou moins, et je me dis pendant ces 3 semaines, je vais contacter un acteur socio-économique, enfin c'est pas moi qui vais contacter, mais c'est la DSP dans son portefeuille d'acteurs socio-économiques qui va identifier l'acteur qui a besoin d'expertise. Et ensuite, vous êtes mis en contact avec cet acteur socio-économique pour transférer votre expertise. Vous avez vu à la fin de la petite vidéo,
il y avait justement un des membres, Patrick Dadi, qui était au Bénin, et qui a formé sur les techniques de négociation. On a d'ailleurs une personne qui arrive, elle fait bien d'entrer, Laetitia, qui il y a à peine une semaine ou deux, a fait une formation en assurance. Elle est actuaire chez HSBC, elle a fait une formation au Cameroun, puisqu'elle était au Cameroun. Donc c'est vraiment des vacances solidaires. Je vais dans mon pays ou dans un pays d'Afrique, je me rapproche de la DSP, je dis, voilà, je serai à Bamako de telle période à telle période, et c'est la DSP qui se charge de trouver un acteur socio-économique qui aura besoin de votre expertise. Et ne pensez pas que vous n'avez pas d'expertise, que vous n'avez pas de savoir-faire. Si vous travaillez, vous avez forcément un savoir-faire dont a besoin un acteur socio-économique dans votre pays. Donc, ce qu'on souhaite à la DSP, c'est un engagement de la diaspora. Petite anecdote, je regardais la télé hier et je voyais Macron en train d'haranguer les foules en disant « Je veux un nouveau partenariat avec l'Afrique. Il faut un nouveau partenariat avec l'Afrique. » Mais moi, ce que j'ai envie de demander, c'est la diaspora, quel partenariat on veut avec notre continent. Ben, ce partenariat, il faut qu'on prenne effectivement notre place. Et il y a énormément de structures qui travaillent dans ce sens. La DSP fait partie d'une de ces structures. Venez, rejoignez-nous, adhérez, participez. Si vous n'avez pas le temps, eh ben, quand vous partez dans vos pays, rapprochez-vous de la DSP. On trouvera un acteur socio-économique qui a besoin de votre expertise. Donc, moi, voilà, je ne me suis pas appuyé sur les slides, hein, je préfère spontanément parler des choses. Mais dans tous les cas, notre mission, c'est celle-là, c'est de créer un pont entre la diaspora et le continent par le transfert d'expertise. C'est de permettre à la diaspora de retourner en Afrique. D'ailleurs, l'objet de cette conférence, c'est l'entrepreneuriat en Afrique, la place de la diaspora. Donc c'est entre nous de discuter, d'échanger, de savoir pourquoi certains ont échoué, pourquoi d'autres ont réussi leur entreprise sur le continent. C'est de partager notre expérience pour que demain, qu'il y ait plus de personnes de la diaspora avec des projets qui réussissent sur le continent. Et notre vision, pour finir sur la vision, c'est vraiment de passer de la forme associative à la forme ONG pour avoir des antennes un peu partout en Europe, puisqu'il y a une diaspora qui n'est pas seulement en France, mais qui est éparpillée un peu partout. On a des membres dans tous les pays, mais il faut effectivement qu'il y ait des antennes. Donc si vous êtes de Belgique ou d'ailleurs, vous pouvez effectivement faire partie de ces antennes respectives. Donc voilà dans les grandes lignes ce que c'est que la DSP. Et on essaye de trouver des thèmes comme ça, des thèmes qui nous parlent, nous la DSP, de parler justement entre nous et avec nous pour justement trouver des solutions ensemble. Très rapidement, on va essayer de parler des projets de la DSP. Le gala 2017, on souhaite organiser un gala en fin d'année, DSP, et ce sera aussi l'occasion de parler d'un des grands projets de la DSP qui est la Maison de la Diaspora. Je vais laisser une des membres DSP, Grâce, vous parler de la Maison de la Diaspora. C'est l'un des projets phares de la DSP qui est très ambitieux, mais vous verrez bien qu'il a un sens. Donc Grâce, à toi. Merci Steve, bonsoir à tous et merci d'être là. Donc la Maison de la Diaspora, c'est un projet qui est né l'année dernière par rapport à un constat qui s'est fait par rapport à tout ce qu'on voit, notamment, pour citer qu'un exemple, le Centre culturel français. Quand vous allez dans des pays dans lesquels la France est entre guillemets implantée, vous pouvez avoir un centre culturel français. Moi par exemple, je suis du Congo-Brazzaville et il y en a un. Et on s'est dit, pourquoi pas nous aussi créer une maison de la diaspora qui serait présente dans différentes capitales africaines pour qu'on puisse justement retrouver un endroit où on pourrait se retrouver, où on pourrait avoir une bibliothèque, des endroits, enfin, un espèce de pôle emploi local, si je peux dire. Donc ce serait, il y aurait plusieurs objectifs dans cette maison de la diaspora, donc pas que le côté culturel, mais aussi le côté formation, emploi,
comme l'objet de la DSP, c'est surtout la formation. Donc c'est de là qu'est né ce projet de la Maison de la Diaspora. Et nous avons commencé à faire appel à un architecte qui nous a donné un visuel de ce à quoi ça pourrait ressembler. Comme je vous ai dit, ce serait implanté dans plusieurs capitales africaines. Et la détermination de la première capitale, du premier lieu où cette maison serait implantée, serait à l'issue du gala. C'est-à-dire que lors du gala, on mettrait une urne participative avec différents pays qui seraient représentés par les invités. Et à la suite de ça, les invités qui remporteront, enfin qui auront donné davantage, c'est dans leur pays qu'on mettrait la première maison de la diaspora. Donc si c'est le Sénégal, la première maison de la diaspora sera à Dakar. Donc le mot est passé pour ceux qui veulent voir ce projet. Et il y a une petite concurrence parce que pour certains, comme notre président est camerounais, d'autres disent que ce sera à Douala. Mais je tiens à préciser que ce sera pour ceux qui auront le plus donné, ce sera dans ce pays-là. Donc c'est le projet de la Maison de la Diaspora. Comme je vous ai dit, il y aura entre autres une bibliothèque dans laquelle on pourrait afficher tous les livres des historiens, des panafricains. Parce qu'il y a un dicton qui dit que aussi longtemps que les lions n'auront pas leur propre historien, la gloire reviendra aux chasseurs. Donc nous aussi, nous avons maintenant des historiens, des personnes qui peuvent nous parler de l'Afrique, qui peuvent nous expliquer comment ça se passait avant. On ne peut plus se contenter de ce qu'on entendait autrefois. Maintenant, on a des personnes qui nous enseignent des choses sur le continent et toutes ces choses-là seront regroupées dans cette bibliothèque-là. Et le pôle formation, ce sera aider la diaspora autour, aider les jeunes autour à se former parce que la formation est un élément clé pour leur avenir, entre autres. Voilà pour le projet de la Maison de la Diaspora. Merci. Et donc on va présenter un autre projet qui est le comité associatif. Je vais aller très très rapidement là-dessus, mais je vais juste apporter un petit correctif. Le président n'est pas camerounais, il est congolo-camerounais. Donc je n'ai pas envie de frustrer mes frères congolais qui sont dans la salle. Je suis autant congolais que camerounais. Donc pour revenir justement au comité associatif, et juste un petit mot pour compléter ce qu'a dit Grace sur la maison de la diaspora. Ce qu'il faut savoir, et elle n'a pas suffisamment appuyé là-dessus, c'est qu'effectivement, dans les différentes capitales africaines, on a des centres culturels français, on a des ambassades américaines où les Afro-Américains peuvent s'identifier, on a des Afro-Français qui peuvent s'identifier à l'ambassade de France en Afrique, ils peuvent s'identifier dans des centres culturels, mais il n'y a pas d'endroit pour les Afro-descendants dans nos capitales pour s'identifier, pour dire, voilà, je viens d'Afrique, il y a un endroit voilà, qui représente ce que je suis. Que je sois de la diaspora de la première génération, deuxième génération ou troisième génération. Les Afro-descendants, quand ils vont, je ne sais pas, à Yaoundé ou à Brazzaville ou à Bamako ou en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'ils aient un endroit identique où ils rentrent et ils s'y reconnaissent, avec au cœur une grande bibliothèque qui retrace justement tout ce parcours-là de cette diaspora qui s'est disséminée un peu partout dans le monde. Et comme j'ai pris du temps sur la maison de la diaspora, je vais passer très rapidement sur le comité associatif. On a constaté qu'il y a énormément d'associations africaines, panafricaines, mais très peu de ces différentes associations travaillent ensemble. Donc l'idée de la DSP, c'est d'avoir un comité associatif où on aura un représentant de chaque association qui a pignon sur rue, qui est africaine et qui œuvre justement pour l'Afrique, pour se retrouver dans ce comité associatif, pour être une force, pour justement partager notre expérience, pour communiquer davantage sur des événements. On a vu par exemple que pour cette conférence-là, il y a eu un vrai réseau qui s'est mis en place, un vrai partage d'informations, parce que justement, on a des relais. Donc les associations, je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle, mais en tout cas, je vous invite à rejoindre le comité associatif pour qu'ensemble, nous puissions avoir une meilleure visibilité. Quand vous avez un événement, il y a un relais qui est fait par la DSP. Quand la DSP a un événement, il y a un relais qui est fait par vous. C'est ça le but du comité associatif. Et encore une fois,
on a beaucoup de projets au sein de la DSP, au-delà de l'objet principal qui est le transfert d'expertise. Donc il y a toute une commission qui est en charge de trouver des acteurs socio-économiques, de jouer le rôle de ressources humaines. Et on a besoin de beaucoup de monde, de membres actifs, à rejoindre la DSP pour justement porter ensemble ce projet. Et là, après ce projet, je vais laisser la parole à Yannick qui va présenter très rapidement aussi le réseau PAN. Alors, bonjour à tous. Réseau PAN, c'est le réseau solidaire panafricain. En fait, le cœur de la DSP, c'est de transférer les compétences au niveau de l'Afrique. Réseau PAN va faire, on va dire, l'inverse. Réseau PAN a pour objectif d'accompagner les étudiants qui viennent en Occident pour poursuivre leurs études. Et le principe, c'est de trouver des parrains au sein de la diaspora qui, entre guillemets, vont tenir la main de ces jeunes étudiants-là et leur faire éviter certaines erreurs que nous, notre génération, on a pu commettre par ignorance. Le cœur de Réseau PAN, c'est ça. Donc globalement, l'objectif, ce sera de trouver des parrains, de trouver des associations qui œuvrent déjà dans ce sens, de créer des synergies. Et actuellement, nous sommes en train de travailler sur la mise en place d'une plateforme web qui va permettre de centraliser tout ça. Mais le cœur du réseau solidaire panafricain, ce sera vraiment d'accompagner les étudiants, donc de jeunes frères, vers l'excellence. Et ça, ça passera par du parrainage et par du suivi régulier. Voilà, globalement, pour Réseau PAN, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure pendant la pause. Alors voilà en gros la DSP, les projets de la DSP. Vous avez pour la plupart reçu des documents, des fiches d'adhésion. Si vous souhaitez rejoindre la DSP, partager avec nous cette aventure-là, ben vous êtes effectivement bienvenus. Et donc on va commencer ce pourquoi on est tous venus, la conférence sur Entreprendre en Afrique, notre place. Donc je vais repasser la parole à Louis, et puis voilà. Bien, merci. Merci pour toutes les personnes qui sont exprimées jusque-là. Je pense qu'on a eu droit à des interventions très courtes jusqu'à présent et qu'on peut commencer avec les interventions fleuves, si je peux me permettre ça. Notamment, il y a Gabi et Cathy qui vont nous faire la restitution des résultats de l'enquête sur l'entrepreneuriat en Afrique. Complètement. Comment? Complètement. D'accord. You have the floor. On a juste quelques minutes pour des petits problèmes techniques là. Et entre-temps, j'en profiterai pour faire parler Steve un peu. Steve, j'ai remarqué que dans la description que vous faisiez de la diaspora, c'était uniquement la diaspora hors Afrique. Or, je sais qu'il y a des Togolais en RDC, il y a des Camerounais au Mali. Comment est-ce que vous arrivez à faire le pont entre ces différentes diasporas-là? Ou alors vous vous concentrez sur la diaspora en Occident? Enfin, en Occident, mais aussi en Amérique, en Asie, toute cette diaspora éparpillée un peu partout. Et c'est vrai qu'on n'identifie pas la diaspora, on va dire, intercontinentale, enfin celle qui est dans les autres pays. Mais effectivement, elles sont en tout cas, toutes ces diasporas sont les bienvenues au sein de la DSP pour justement partager l'expertise, échanger. Et d'ailleurs, on remarque ceux qui vont dans d'autres pays s'investir et qui ne sont pas forcément de ce pays-là, apportent des idées nouvelles dans leur pays parce que les choses ne se font pas forcément de la même façon dans les différents pays africains. Donc ça permet aussi d'enrichir justement les échanges entre les différents pays. Très bien, donc c'est pas un oubli. Comment? C'est pas un oubli. Non, c'est pas un oubli du tout, mais il faut qu'on commence déjà en France, en Europe, en Amérique, et ensuite on englobera. Et d'ailleurs, c'était bien précis dans la vision de la DSP, c'est vraiment une vision internationale et pas limitée à un secteur. On a déjà poser une question?
juste le temps de régler un problème technique. Merci Steve. Juste le temps de régler les problèmes techniques. Je suis Saounch, je suis malgache et je reviens sur la présentation de la maison de la diaspora. Si on pouvait faire des propositions, bien sûr, parce qu'effectivement c'est l'Afrique solidaire et moi je ne comprends pas qu'on dise que c'est ceux qui donnent le plus qui vont bénéficier de la maison, parce que sinon ceux qui sont minoritaires, ils resteront toujours minoritaires. Est-ce que c'est possible, par exemple, de faire une urne et puis on tire par hasard? C'est juste une suggestion. Deuxième suggestion, juste un partage d'informations. Est-ce que nous, on sait, par exemple, qu'au niveau de l'Union africaine, ils ont une division de la diaspora? Voilà. Je dis juste ça parce que je pense que c'est plus on s'échange, plus on avancera beaucoup plus peut-être aussi dans ce genre de projet. Et moi, je suggère beaucoup à la diaspora, à la DSP, de partager les informations et de permettre à ceux qui voudraient bien participer, à participer effectivement. Merci beaucoup. Merci. Merci Sandra. Juste un petit correctif, en fait c'était une boutade, ce ne sera pas les plus, ceux qui auront le plus mis dans l'urne qui seront... non. Sinon en fait, c'est la RDC qui gagnera, sinon c'est pas normal. Exactement, ou le Nigérien. Mais c'était pas du tout à fait ça. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va identifier différentes capitales qui ont une histoire avec la diaspora et voir celle qui a le plus, enfin s'identifie plus à cette diaspora. Je prends un exemple simple. Au Sénégal, on a l'île de Gorée, qui est assez représentatif de cette diaspora qui est partie forcée du continent. Donc ça peut être effectivement une des options. Ou alors le Ghana avec Kwame Nkrumah, qui a le premier parlé de panafricanisme, d'union des peuples africains. Ou alors l'Éthiopie qui est l'un des seuls pays d'Afrique qui n'a pas été colonisé et qui a gagné la guerre de Doha. Voilà, à Doha, c'est ça, ouais. Donc voilà, c'est autant de critères comme ça. Alors si Madagascar a une histoire à raconter pouvant se rattacher à la diaspora, on veut bien choisir Madagascar. Et puis bien sûr, régler le problème technique. Un commentaire? Bonsoir tout le monde. Je pense que il faut plutôt travailler le choix des pays pour bénéficier de la construction de cette maison de diaspora sur dossier, parce que nous sommes aujourd'hui dans un concept de partage et de solidarité, mais il ne faut pas nier non plus la compétition entre les pays. Il faut avoir la capacité de juger sur dossier, je pense. C'est une proposition que je lance vers le collectif de DSP. On peut travailler par exemple là, sur présentation de dossier, c'est-à-dire un collectif réuni, et puis focus qui va choisir ce dossier, les pays qui auront apporté des arguments qui en veulent et qui seront choisis sur dossier. Je pense que ça sera plus équitable et plus intéressant à ce niveau-là, parce qu'il faut aussi créer le concept d'un dynamisme et aussi un envie d'avoir cette maison de la diaspora dans ces pays-là. Je ne suis pas présenté, je suis Cheikh Keïta, je suis fonctionnaire au ministère des Finances et je suis président fondateur de Siliga Africa Network, c'est un fonds d'investissement pour l'Afrique, et du Bridge of Innovation qui repère les startups en Afrique et qui les aide à émerger par des compétences et aussi par des expertises partagées avec d'autres startups dans le monde. Et on y trouve des capitaux angels, on trouve aussi des private investissements et aussi on trouve des fonds d'investissement pour les aider à émerger en Afrique et dans le monde. Pourquoi vous avez choisi l'image de la goutte d'eau, une goutte d'eau pour l'Afrique? Alors c'est assez représentatif de ce que peut apporter chacun de nous dans justement ce transfert d'expertise. Certains ont tendance à dire oui mais individuellement si je fais quelque chose
voilà, ce serait une goutte d'eau. Donc on a vu que le symbole était assez parlant. Donc une goutte d'eau pour l'Afrique, chacun de nous peut apporter sa goutte d'eau, et on sait que l'océan est constitué de plusieurs gouttes d'eau. Voilà. Merci. Oui, le temps que la technique se résout. Moi, je m'appelle Marilyn et je suis d'origine capverdienne. Je rejoins un peu madame. Je suis désolée, je me souviens plus de votre prénom. Sandra. Sandra. Ouais. Et Cheikh Keita, désolée. C'est effectivement. C'est bien dit? Ah, c'est cool. Effectivement, j'avais bien noté en fait cette histoire de la maison de la diaspora, le pays choisi sera au pays qui aura donné le plus. Effectivement, ça m'avait un peu tiqué, donc vous avez donné votre explication. Moi, je rejoins un peu le point de vue de monsieur. Pourquoi pas, justement, vu que c'est la maison de la diaspora, impliquer la diaspora en France et dans les autres pays, faire appel aux associations en fait, qui mobilisent en fait, sa diaspora et justement monter ce dossier, donc un dossier avec des lignes et des sujets bien précis, et justement que peut-être que le choix se fera sur la motivation de cette diaspora et de se dire alors on vous a impliqué, donc aussi sur place vous allez prendre soin en fait de cette maison de la diaspora, vous allez vous impliquer et vous allez aussi mobiliser tout le peuple entre guillemets qui est sur place. Dans tous les cas, toutes les suggestions et propositions sont les bienvenues. On n'a pas encore arrêté la démarche. Là, on a juste émis certaines idées. Mais effectivement, toutes les idées sont bonnes à prendre et on essaiera effectivement d'y travailler. Et ce serait d'ailleurs bien que dans ce sens, vous rejoigniez la DSP pour justement nous apporter cette vision-là. Pas seulement au niveau de la maison de la diaspora, mais aussi pour d'autres projets de la DSP. Donc on essaye effectivement de régler ce problème. Est-ce que donc on peut pas le résoudre, mais par contre il y avait on va faire simple. Il y avait un fichier qui n'était pas complet, mais on va quand même s'en servir comme ça. Tu dois être là. On va demander d'être avec mon commentaire, mais ça me fait plaisir. Alors on va... Bonjour à tous et encore désolé pour ce contretemps. On a des problèmes de version de PowerPoint qui fait que on n'arrive pas à afficher le travail qu'on a présenté. Alors, je vais peut-être commencer. Rebonjour, en tout cas pour ceux qui m'ont vu juste à l'entrée. Je me présente Cathy. Alors la DSP en fait, on a l'habitude d'organiser comme ça des questionnaires, des sondages après conférence. Ça nous permet en fait de saisir comme ça l'opinion de la diaspora, des Africains de façon générale. Alors notre sondage, on l'a réalisé 2-3 mois avant. L'idée, c'est justement l'objectif en question, c'est comme je vous le disais tantôt, c'est de recueillir l'avis de la diaspora sur l'entrepreneuriat en Afrique. L'idée, c'est d'avoir une idée assez précise de comment pense, de ce que pense en tout cas la diaspora sur les sujets qui nous intéressent tous. Ensuite, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de dérouler les résultats du sondage, on va peut-être commencer à parler un peu de la démarche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que
nous, généralement, au sein de la DSP, pour accompagner, pour mieux orienter nos débats, comme disait Cathy, on passe par un sondage. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'on se réunit, on essaye de définir les questions qui nous permettront d'avoir une connaissance assez précise de la perception et de la maîtrise des sujets qu'on va développer en conférence. Donc, une fois qu'on a arrêté ces questions-là, on peut les faire challenger par des experts. Mais ensuite, on les soumet à un panel de 1000 personnes à peu près, qu'on consulte régulièrement dans le cadre de nos sondages. Et on a généralement des retours de 10 à 12%. Et donc pour cette fois-ci, on a eu 125 personnes qui ont répondu, donc à peu près 12%. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas un échantillon représentatif de la DSP. Ça veut dire que les caractéristiques qu'on a là, c'est pas forcément, on ne les reflète pas systématiquement sur celles de la diaspora africaine. Alors, sur les 125 personnes qui se sont prêtées au jeu, on a une diversité panafricaine qui est assez bien respectée, sachant que l'essentiel des personnes qui ont répondu sont issues des pays francophones et de l'Afrique du sud-saharienne. On a le Cameroun qui est représenté à 33%, le Bénin 10%, le Bénin et le Sénégal 10%, le Congo-Brazza et la Côte d'Ivoire 6%, le Mali 6% aussi. On a d'autres pays qui ont participé à ce sondage-là, Djibouti, Madagascar, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, qui sont eux, pour le coup, des pays anglophones, et aussi l'Algérie, le seul pays maghrébin qui a participé au sondage. Donc, ensuite, la plupart des sondés résident en Europe, mais c'est important de préciser aussi que la diaspora ne se limite pas à ceux qui résident en Europe. Il y a aussi une diaspora qui vit bien en Afrique, et elle représente 11% de notre sondage. Ensuite, on a l'Amérique 2%, et l'Asie 2%. Alors, plus d'hommes que de femmes. On espère qu'à l'avenir, il y aura un peu plus de femmes qui vont porter leur voix sur ce type de démarche, parce qu'on sait que tous ici, que les femmes sont très impliquées dans l'entrepreneuriat en Afrique. Alors, c'est intéressant de voir la corrélation négative en fait qu'il y a entre l'âge et l'intérêt pour les sujets d'entreprise. Donc, à mesure qu'on avance, plus on prend de l'âge en fait, moins on est enclin à investir, à prendre des risques, des choses de ce genre. Et là, on voit que moins de 30% de nos sondés, enfin 49% de nos sondés en moins de 30 ans, 39% entre 30 et 45 ans, et juste 12% pour les plus de 45 ans. Alors, c'est essentiellement des cadres, hein, des entrepreneurs, des étudiants, donc 37% pour les cadres, entrepreneurs 22%, étudiants 21%, les non-cadres représentent 10% de nos sondés. Alors, une fois qu'on a dit ça, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a une réelle culture en fait de l'entrepreneuriat en Afrique? Et je laisse Cathy prendre la main dessus. Alors, on a vu que ici, majoritairement, ce sera 57% des personnes qui pensent qu'il y a vraiment une réelle culture de l'entrepreneuriat en Afrique, contre 40% à peu près des personnes ici de la diaspora. Ensuite, est-ce qu'il est vraiment difficile de créer son entreprise en Afrique? On a plus de 70%, 78% quand même de la diaspora qui pensent que, en effet, c'est vraiment une réelle problématique. Pour la suite. Alors, quelle est la part, par la suite, de la diaspora dans cette démarche? Quelle est la part de la diaspora qui entreprend en Afrique? On peut constater que 60% pensent que la diaspora entreprend de façon très minime. Donc ça nous permet de nous poser la question de savoir en fait qu'est-ce qu'il est possible de faire pour que la diaspora puisse commencer peut-être à entreprendre. Ensuite, est-ce qu'une personne issue de la diaspora est peut-être davantage susceptible d'entreprendre en Afrique?
La réponse est oui. Donc, du coup, par la suite, question. Avec tout ça, on s'est demandé en fait quelles sont les mesures incitatives qui permettraient justement à la diaspora d'entreprendre davantage. Alors, je tiens à préciser que l'exercice est un peu difficile parce que ce n'est pas exactement le slide qu'on avait préparé. Donc, on improvise un peu. Alors, ce que je disais, ce que Cathy, enfin, la question justement qu'on se pose, c'est si c'est difficile pour les personnes de la diaspora d'entreprendre en Afrique, est-ce qu'il y aurait quand même des mesures qui permettraient de dynamiser cet engouement-là pour l'entreprise, pour l'entrepreneuriat en Afrique? Et on a eu 5 réponses qui revenaient à chaque fois. C'est-à-dire que les personnes de la diaspora pensent que s'il y avait des meilleures structures d'accompagnement, un meilleur accès à l'information, enfin aux informations utiles, et s'il y avait un système qui permettait de mieux s'approprier la culture locale, et si évidemment on bénéficiait d'un bon réseau professionnel et des aides financières qui vont avec, ça contribuerait justement à dynamiser cet aspect de l'entreprise, de l'entrepreneuriat en Afrique. Et parmi nos sondés, quand même, on a posé, il y a beaucoup qui aimeraient bien entreprendre en Afrique. Il y a 97%, 76% ont un projet déjà de création d'entreprise en Afrique. Il y a quand même une petite minorité qui n'envisage pas de le faire, à peu près 33%. Et pour ce qui est de la motivation à entreprendre en Afrique, ce qui ressort le plus, c'est des raisons de cœur et de ce que je peux appeler d'obligations morales, avec 59% des personnes qui veulent investir sont motivées par la contribution au développement de leur pays. Et ensuite, il y a évidemment des raisons financières. Donc, ces personnes aimeraient acquérir une autonomie financière. Alors, la contribution pour le développement de l'Afrique vient en 4e position, c'est juste 4%. Mais en réalité, c'est un peu notre faute parce que la question, elle n'est pas... Enfin, elle n'a pas été bien formulée, mais on peut penser que la plupart des personnes qui veulent contribuer pour le développement de leur pays aimeraient beaucoup contribuer pour le développement en Afrique, mais seulement il n'y avait pas la possibilité de faire deux choix. Mais on peut retenir de cette question que l'intérêt pour l'investissement dans ce propre pays est plus fort que l'intérêt pour l'investissement dans un autre pays africain. Bon, ensuite, il y a à peu près 8% qui ont d'autres raisons qui les motiveraient à entreprendre en Afrique. Alors, ce qui sera important de retenir, c'est par rapport à ce sondage, c'est que la majorité des personnes issues de la diaspora qui ont répondu sont issues des pays francophones, comme on l'a dit précédemment. Ce sont des cadres, des entrepreneurs. La moyenne d'âge, à peu près, on l'avait vu, on avait un pourcentage de 49% pour des personnes qui avaient moins de 30 ans, 39 pour les personnes entre 30 et 45. Donc la moyenne d'âge, ici, on l'a mis à 35. Ce sont des personnes qui résident en Europe. Et au final, on essaie de mettre l'accent sur cette question parce qu'au final, on se dit quelles sont les mesures, quelles sont les clés de succès qu'ont noté justement les retours de la diaspora par rapport à la question de savoir comment on entreprend en Afrique, quelles sont les clés de succès. On a noté 5 éléments, notamment on parle de structure d'accompagnement. Je pense que c'est quelque chose qui manque beaucoup, que ce soit certainement plus en Afrique peut-être qu'ici. L'accès à une information, aux informations utiles, la culture du pays en question, à bénéficier d'un réseau professionnel et par la suite tout ce qui concerne les financements d'entreprises, que ce soit en amont ou en aval. Je pense que c'est ce que nous avons noté. On laissera les conférenciers justement essayer de mettre l'accent sur ces différents éléments. Merci pour votre attention.
Voilà, maintenant qu'on a planté le décor, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet avec les interventions des différentes personnes qualifiées qui vont s'exprimer sur ces questions. Je pense, sans me tromper, qu'il y a Dogat Deboui qui est prêt. Bienvenue. Il y a Théo Lam également qui interviendra. Et on a surtout Cheikh Keita qui est là depuis quelques temps et qui malheureusement doit nous quitter. C'est pour ça qu'il fera une intervention assez rapide. Cheikh, le temps qu'il ait son micro peut-être. Alors Cheikh, tout à l'heure on a eu une perception, parce que je pense que c'est davantage sur la Cathy, c'est une perception que les Africains ont de ce qu'ils doivent faire sur le continent ou pas, des freins qu'ils en ont. Tu sais qu'au ministère des Finances, toi tu t'occupes de la diaspora, mais du côté de l'Amérique du Nord pour la France. Très bien, je pense qu'aujourd'hui, je suis très heureux de partager cet instant avec vous parce que c'est une bonne initiative qu'il faut accompagner. Les panélistes comme Dogat Deboui, qui est ici présent, nous avons fait un chemin ensemble dans ce pays. Nous avons compris que c'est aussi par la force de créativité, la force de proposition qu'on peut y arriver. Dans l'entrepreneuriat, qui est un sujet vaste, un sujet important. Donc je vous invite à créer vos entreprises. C'est un souhait que je formule parce que on n'a plus de place pour des personnes qui attendent des États. Pour qu'on soit employé dans l'État. Bien sûr, on peut travailler pour l'État, mais c'est encore mieux d'être quelqu'un qui a une vision pour son pays, qui a une initiative pour créer une valeur ajoutée en fonction de sa pensée, en fonction de sa vision, de son initiative pour son pays. Donc je vous invite à créer votre entreprise. C'est très très intéressant, c'est stimulant et c'est une force en soi-même. Alors, je vous conseille aussi de comprendre qu'on ne réussit pas à tous les coups quand on crée une entreprise. On peut chuter, mais chuter une fois, chuter deux fois, chuter trois fois, ce n'est pas si mauvais que ça. C'est pour cela qu'il faut comprendre que les échecs sont aussi les escaliers de la réussite. Quand on est tenace, quand on a un objectif, et quand on est bien préparé, et quand on a planté le décor en essayant de trouver des personnes ressources qui peuvent vous accompagner à gagner, vous allez sûrement gagner. C'est vrai que tout le monde n'est pas entrepreneur dans l'âme, mais on peut y arriver avec une certaine complémentarité et une certaine vision. Très bien, merci. Dogat Deboui, je sais que vous vous occupez notamment des petites et moyennes entreprises, Small and Medium Enterprises, si je prononce bien, et que cette problématique de l'investissement en Afrique vous intéresse beaucoup, et pas que du côté des grands. Donc je vous laisse la parole déjà pour en parler. Bonjour à tous. Vous n'avez pas plus de 5 minutes, hein. Je sais que vous êtes très bavard. Il m'a déjà pris 10 secondes. Donc moi je vais intervenir ici à deux titres. Le premier, c'est l'expérience qu'on a pu développer à travers Africagora, que j'ai eu ici en 1999 et qui a vogué sur la mobilisation des entrepreneurs, des cadres, des dirigeants de la diaspora africaine. D'abord ici, puis dans 4 ou 5 pays en Europe. Et puis ensuite, à partir de 2001, on a commencé à regarder sur le continent, ayant nous-mêmes pour quelques-uns nos activités sur place. Et quand DSP Afrique m'a contacté, ma première réaction c'était de leur dire c'est marrant, mais c'est dans la continuité. On a abordé cette question d'entreprendre en Afrique, s'investir ici ou là-bas, ou les deux. Notre première opération, c'était le 27 septembre 2001, à la mairie de Paris. Puis ensuite, on a repris ça à Bercy, au ministère, en février 2008. C'est dire que la question est une question qui taraude, sur laquelle on se penche. Dans les 3 minutes qui me restent, je sais qui me contrôle, 3 choses à dire. La première, c'est que tout le monde n'est pas entrepreneur. On n'a pas à rougir de ne pas être entrepreneur. Mais quand on a la fibre en soi, l'entrepreneur, il ne faut pas hésiter à passer le pas, à essayer, à tenter, à condition de se préparer. Et même quand on est préparé, et même quand on a fait les études qu'il fallait, et même quand, de marché j'entends, et même quand on a les meilleurs partenaires,
on peut chuter, on reprend. Je dis souvent, et parfois mes proches me disent pourquoi tu dis ça, je dis mais parce que c'est la vérité. Je suis à mon 3e dépôt de bilan. Donc vous pouvez partir en courant en disant on ne va pas écouter quelqu'un qui dépose le bilan tous les 4 ou 5 ans. Moi je suis plus expérimenté que celui qui n'a jamais déposé de bilan. Et quand j'arrête une activité parce que le chiffre d'affaires n'est plus conséquent, parce que le marché n'est plus là, parce qu'on s'est trompé de cible, le coup d'après, évidemment, ce ne sont pas les mêmes erreurs. Parce que arrêter une entreprise, c'est aussi de la faute du dirigeant. Il faut arrêter de penser que le marché est contre soi. Deuxième élément, je me suis reconnu dans les éléments de l'étude. Alors moi, je fais partie des 6% qui ont répondu, parce que je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai plus de 45 ans. J'en ai 53, je vais les avoir. Et puis, je fais partie des 22% d'entrepreneurs qui ont été consultés par DSP. Moi, je suis entrepreneur dans l'âme. Et je dis souvent que j'ai été entrepreneur quand j'étais déjà au lycée, pas au sens de créer son entreprise, au sens d'entreprendre, de mettre en œuvre, de mettre en action, de faire aboutir ce qu'on a dans la tête. Le seul élément, c'est qu'avant de faire aboutir, il faut reprendre toute une série de process qui permettent de réussir ce qu'on entreprend. Je dirais, pour compléter ce qui a été dit dans l'étude, c'est que une entreprise, ouvrir un commerce, c'est entreprendre. Faire de l'import-export, c'est entreprendre. Créer une unité industrielle, c'est entreprendre. Donc, j'allais dire, il n'y a pas d'entreprise meilleure pour l'une ou l'autre. L'objectif, c'est de s'épanouir et de gagner de l'argent. Si l'un et l'autre de ces objectifs ne sont pas là, peut-être qu'on fait fausse route. On n'entreprend pas pour se faire plaisir. Je parle de la création d'entreprise. On entreprend pour créer de la richesse. Alors on peut avoir un choix, c'est de créer des emplois, ou être son propre entrepreneur pour pouvoir gagner de l'argent. Tout à l'heure, quand DSP présentait, DSP Afrique, et que Échec a rajouté, l'appel à la création pour pouvoir, j'allais dire, devenir son propre patron et prendre son destin en main. C'est une des solutions. C'est une des solutions qu'on prône ici, parce que quand le marché est tendu. Mais pour l'Afrique, c'est parce qu'il y a aussi à l'ouest, au centre, à l'est, au sud, en fait, dans les zones que je connais. Je fais en gros entre 12 et 18 pays chaque année, et une mission ou un voyage, j'allais dire, tous les 15 jours, 3 semaines sur le continent. Donc on tourne beaucoup. Il n'y a, j'allais dire, que des opportunités. Le seul élément, c'est que si vous devez entreprendre sur le continent à partir d'ici, il faut mettre le maximum de garde-fous. La connaissance de l'environnement juridique, les forces en présence, visibles ou cachées. Ne choisissez pas un secteur où vous allez avoir comme concurrent quelqu'un qui est installé, assis, verrouillé et connecté localement. Par exemple, pouvoir. Donc il faut choisir son marché en fonction des forces et faiblesses qu'il y a. Et puis son partenaire. Parce qu'on ne peut pas le faire sans partenaire. Par contre, il faut avoir... là aussi, de temps en temps, on prend des coups. Hein. Bon, donc, ce n'est pas une manière de vous décourager, mais pour ceux qui n'ont pas encore fait et qui y pensent, trouver le partenaire local idéal, bah, c'est un passage obligé. Je pense qu'on a une image, je te regarde pour voir si tu ne me prends pas la parole, c'est que quand on cherche à entreprendre dans un pays qui n'est pas le sien, un pays où on n'est pas né, où nos parents ne sont pas nés, si demain vous devez monter une affaire en Suisse, en Belgique ou en Asie, dans un pays d'Asie, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire une démarche méthodique de connaissance du marché, du secteur, vous allez faire ce travail-là. Souvent, quand on le fait dans le pays d'où on vient, on pense qu'on le sait. Je suis désolé, quand vous êtes là depuis 5, 6, 10 ans, 30 ans, enfin, je ne donne pas le mien, mais plus que ça, vous ne le connaissez pas. C'est-à-dire, les repères que vous aviez ne sont plus les mêmes. Donc, il faut se plonger comme un néophyte dans un travail il faut décortiquer
complètement avec des yeux d'étrangers. Quelqu'un qui vient et qui ne connaît pas, qui veut savoir. D'abord parce que les frères et sœurs du continent ne nous ont pas attendus. Le business, il fonctionne en Afrique avec ou sans la diaspora. Elle peut apporter la diaspora un facteur d'accélération. Parce qu'elle a vu autre chose, simplement, c'est ça. Et quand je dis diaspora, tout à l'heure vous l'avez noté, c'est diaspora aussi en Afrique. Les meilleurs investisseurs en diaspora intra-africaine en Afrique de l'Est, bah, souvent ils viennent de Somalie, ils viennent du Burkina, ils viennent de Guinée, ils viennent du Sénégal, ils viennent de Mauritanie, du Niger. Pareil. Donc, il y a, pour ceux qui ont déjà la fibre commerçante, je dirais, itinérante, la manière d'aller voir d'autres marchés et de s'appuyer sur des réseaux de ceux qui sont déjà passés par là. Parce que c'est aussi une des méthodes d'accélération. Je pense que je viendrai après peut-être sur les aspects, hein, parce que de 15 minutes, c'est devenu 5 minutes. Et j'en finis là, après on reviendra sur la suite. Quand on a cité les pays dans l'étude, évidemment comme on est en France, peut-être majoritairement francophone, ou franco-lusophone, on regarde cet espace-là. Il faut aussi regarder ce qui se passe en Afrique de l'Est. La manière dont la diaspora kenyane fait booster les choses au Kenya. Même à l'Ouest, Ghana et Nigeria, toutes les pans d'activité sont maîtrisées, structurées par une diaspora organisée. Organisée jusqu'à la levée des fonds. Donc c'est une question, il faut qu'on regarde un peu ce qui se passe à côté. Hein? Là je nous parle à nous, francophones, hein, parce que je ne sais pas si on se définit d'ailleurs comme ça, mais c'est une vérité. Et puis, il y a toutes les nouvelles formes d'entreprises qui émergent avec les plus jeunes générations sur le volet du numérique, ça tombe. Ce sont aussi des structures de création de valeur, d'accélération. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier, j'allais dire, le secteur primaire, le secteur secondaire. Il y a énormément à entreprendre dans l'agriculture. Vous savez, quel que soit, en fonction de la culture sur laquelle vous mettez, vous allez attendre 1 an ou 7 ans. Mais c'est aussi répondre à des besoins. On entreprend en fonction de ses capacités, de son envie, mais surtout de ce qu'il y a comme potentialité. L'agriculture est une potentialité énorme. Et l'industrie de la transformation également. Moi, la nouvelle entreprise dans laquelle je vais me lancer, bientôt, donc je commencerai sûrement par le Bénin, qui n'est pas mon pays d'origine. Certains me dit mais pourquoi? Parce que moi je suis déjà investi au Sénégal, un peu au Bénin, et après peut-être en RDC dès que. Donc ce que je veux dire, pour terminer, la transformation industrielle, agro-industrielle, les petites unités, voilà un espace dans lequel vous pouvez vous engager et investir, ou co-investir à plusieurs, ou trouver des solutions dans la façon de monter son projet d'entreprise et avoir des financements et d'accompagnement qui sont là. Ils sont là et ils sont nombreux. Dernier point, parce que je m'en voudrais ne pas le dire si jamais je l'oublie, on a, et c'est là-dessus que je vais m'engager moi aussi, sur la formation professionnelle technique. Je l'ai dit à plusieurs pays, à plusieurs dirigeants, quand on a eu l'occasion, vous ne pouvez pas réussir à attirer de véritables partenaires venus d'ailleurs, étrangers, si vous ne disposez pas de la main-d'œuvre suffisante et qualifiée. Ou en tout cas, la main-d'œuvre qualifiée et suffisante. Parce que la main-d'œuvre suffisante, il y en a. Mais qualifiée, notamment dans les métiers techniques, dans je dirais une approche technicienne, on a ce souci-là. Donc, une des voies, pour moi, pour septembre, c'est de lancer des filières de formation avec des bailleurs dans plusieurs pays et de nous appuyer sur ce que la diaspora peut apporter, qu'elle soit comme DSP en transit et en transfert, c'est ça, hein, c'est une journée pendant ses vacances, etc. C'est une très bonne chose. Ou qu'elle soit, quand on a passé 25 ans à la chaîne chez Renault et qu'on est à la retraite, on sait faire des choses. Et donc, c'est ce vivier-là qu'il va falloir aussi savoir mobiliser
pour intéresser dans la transmission du savoir et dans l'investissement. Donc, accompagner, former, c'est bien. Mais bon, comme moi, je suis plutôt dans l'autre côté, former, mais aussi accompagner à la création d'entreprises, ceux qui auront été formés. Merci à vous. Merci, Logan. Est-ce que tu as idée du temps que tu as pris? C'est juste une question, il n'y a pas besoin de réponse forcément. Mais comme je t'ai regardé, la seule fois où tu m'as dit, tu vas te dire stop. Et avant, tu n'avais rien dit. Donc, c'est comme ça. Tant qu'on vous donne de la place, mettez le pied. Merci beaucoup. Tu as triplé ton temps de parole. Donc, toi comme les autres, si vous le souhaitez, il y a une fiche de parrainage qui est mise à votre disposition à l'accueil. Donc, si vous souhaitez parrainer un secteur ou un autre des activités de la DSP, c'est à l'accueil, sans grande difficulté. Et c'est le moment de laisser la parole maintenant à un chirurgien de l'investissement. C'est Théolam Ibrahim. Il a un cabinet, si vous regardez, il y a une table à côté, c'est rempli de publications qu'il a déjà fait paraître sur la question. Théo, tu as la parole. Merci beaucoup. 5 minutes également. Entre 10 et 15, c'est ce qu'on avait dit. Allez-y, allez-y. Et je suis bavard aussi. Hein. Tant que vous n'arrivez pas à 45, tout va bien. Parfait, pas de problème. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me réjouis de la présentation de mon grand frère. En fait, je faisais partie aussi en 2008 des jeunes entrepreneurs qui étaient venus à la mairie de Paris. En tout cas, je suis quelqu'un de très fier de tout ce que vous avez entrepris aujourd'hui pour nous baliser le chemin. En tout cas, toute association ou toute structure aujourd'hui qui se réclame porteuse d'idées de création d'activités ou d'actrices militantes en faveur de l'Afrique, je pense que vous en avez des droits en tant qu'actionnaire. Je vous remercie beaucoup par rapport à cet engagement. Je remercie aussi les autres aînés qui nous ont accompagnés dans cette marche de développement africain. Je voudrais saluer aussi votre engagement DSP, un engagement militant pour apporter un soutien de taille dans la construction de notre continent. En fait, par rapport à mon intervention, je dois échanger avec vous sur l'entrepreneuriat d'une manière générale. Mais on a calé mon sujet sur l'environnement. Mon grand frère a déjà fait un bilan, un résumé, une synthèse de ce qu'est l'environnement pratique en matière d'entrepreneuriat, tout en essayant de développer des opportunités sur lesquelles j'ai déjà travaillé. Donc ça me fera énormément plaisir de partager avec ce public ces éléments. Alors, moi je suis consultant, j'ai créé un cabinet à la fin de mes études à la Défense et j'ai un poste de chargé d'enseignement à l'université. J'entreprends des deux côtés, en Afrique et en France. J'ai des difficultés certes, mais j'essaye tous les jours de me battre avec un système qui est très difficilement organisé pour survivre en Afrique et en France aussi. Donc pour dire à tous les niveaux, nous avons tous des difficultés sur lesquelles nous devons travailler pour apporter des solutions. En parlant de l'environnement africain, mon premier point c'est information générale. Et je vais me baser sur son contenu. Entreprendre, c'est quoi? C'est juste, je suis une personne, j'ai la possibilité de réfléchir, j'ai une idée, et cette idée-là, il faut que je la matérialise en projet concret. Alors, vous savez, souvent des entrepreneurs qui sont installés en France veulent entreprendre en Afrique et veulent gérer leurs activités à distance. Comme il l'a dit tout à l'heure, honnêtement, ça ne marchera pas. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il est très difficile aujourd'hui de faire confiance à quelqu'un qui est à 6000 km de chez nous et que vous développiez ensemble un projet cohérent. Donc il est important, moi je fais partie aussi de ces entrepreneurs fous, je me plonge tout de suite. J'ai envie de créer une entreprise de transformation, je me mets à la tâche. Je n'ai pas besoin de réfléchir pour écrire un projet, j'ai besoin de checker le terrain, j'ai besoin de savoir quelles sont mes possibilités, quelles sont mes opportunités et quelles sont mes limites. Je me fais mon propre bilan et là, j'ai au moins un élément de sortie par rapport à ma créativité. Je vais me baser sur des exemples très précis. Regardez, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Vous avez des jeunes qui ont été à l'école jusqu'à Bac+5, ces jeunes n'arrivent pas à trouver du travail. Et on demande à ces jeunes d'entreprendre. Alors, ces jeunes n'ont jamais eu la culture entrepreneuriale dès le bas âge, mais comment vous voudriez que ces jeunes-là essayent
de créer des activités sur lesquelles ils vont se baser pour vivre. Ce n'est pas possible. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que vous avez en Afrique? Des femmes, certes, qui n'ont pas été à l'école pour apprendre les outils de la création d'entreprise, ni les méthodes de fabrication, ni les outils de développement personnel, mais qui ont réussi quand même à développer des activités qui ont marché. Je vous rejoins totalement. Si vous dites qu'aujourd'hui, si vous voulez investir en Afrique, il faut investir dans des petits projets. Pour information, ça fait 12 ans que je travaille entre l'Afrique et la France. Je n'ai travaillé que dans des petits projets, des projets miniatures. Je vous explique. Je vois une dame qui fabrique du savon à partir de la connaissance de l'environnement. Elle a osé développer un savon. Ce savon, par exemple, coûte 500 francs, qu'elle vend au niveau de sa localité. Mais cette femme, aujourd'hui, moi j'ai constaté qu'elle a un problème de packaging, qu'elle a un problème de découper le savon, qu'elle a un problème de mise en norme par rapport à la qualité souhaitée. Mais aujourd'hui, moi, en tant qu'entrepreneur, avec un budget de 2000 €, je peux déjà acheter une machine de packaging. Le savon qui est vendu à 500 francs, je peux le rendre plus attractif et je peux le vendre à 800 francs. 300 francs de marge de plus. En fait, si vous voulez, ce sont ces schémas concrets aujourd'hui qui permettent à des entrepreneurs d'apporter de la valeur au niveau du continent africain et de se faire de l'argent en tant qu'opérateur économique. Un deuxième exemple aussi qui est intéressant, mais regardez le rôle de la femme dans la maison. Tout à l'heure, j'ai dit, les jeunes ont été formés pendant plusieurs années et n'arrivent pas à trouver du travail et n'ont pas de compétences réelles qu'ils peuvent vendre au niveau des entreprises et on leur demande d'entreprendre. Mais regardez à côté aussi les femmes. Une femme dans une maison qui est femme au foyer, par exemple, qui n'a jamais eu l'opportunité d'être portée au devant de la scène internationale, mais qui fait des travaux énormes tous les jours. Se lever très tôt le matin, organiser toute la maison, préparer toutes les activités quotidiennes et préparer un budget mensuel avec son mari pour, en tout cas, rendre visible ou rendre meilleur le quotidien des membres de la famille. C'est pas avec cette femme. C'est à la place de son mari. À la place, peut-être. Voilà. Mais, oui, en fait, ce qui est important dans mon analyse, la femme n'a jamais appris les techniques de fabrication. La femme n'a pas été à l'école pour apprendre à cuisiner. La femme n'a pas été à l'école pour apprendre comment nettoyer. Et lorsque vous revenez chez vous, tout est impec. Revenons encore en Afrique. Vous allez voir un père de famille qui donne à sa femme 100 000 francs CFA en lui demandant de gérer le budget mensuel. Généralement, que fait la femme? Elle achète des provisions, comme par exemple du savon, du lait, du riz, ainsi de suite. Elle engage des dépenses d'investissement. Mais cette femme est en train de faire de la comptabilité. Elle est en train d'engager les postes qui vont subir des amortissements dans les besoins quotidiens de la famille. Imaginez, on est le 26, il n'y a plus d'argent. Parce que la femme, une fois qu'elle engage une somme d'argent dans les investissements, il va lui rester par exemple une petite somme d'argent pour le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire les petits condiments qu'elle va acheter tous les jours. Mais la femme est en train de faire de la finance, la femme est en train de faire de la comptabilité, la femme est en train de faire de l'organisation, de la méthodologie et du pilotage. Mais cette femme aujourd'hui, il faudrait qu'on l'approche dans sa dimension créativité pour développer avec elle des produits phares. Je me dois, en tant que personne qui a eu l'opportunité de travailler sur 19 pays, sur des petits projets, vous partagez avec vous ces informations qui sont pratiques. Donc le fait de rester en France, de préparer un projet, de venir en Afrique, comme il l'a dit tout à l'heure, ça ne servira absolument à rien parce que vous ne maîtrisez pas le terrain. Pourquoi vous ne maîtrisez pas le terrain? Tout à l'heure, il a dit parce que vous êtes déconnecté avec la réalité. Mais je vous dis autre chose. Moi, je suis connecté avec la réalité. Des fois, je suis à 10% d'informations de ce que je veux. Et pourtant, je partage mon temps entre l'Afrique et la France. Je suis en Afrique 3 semaines et en France 1 semaine. Mais imaginez, moi-même, je n'ai aucune maîtrise de la situation réelle. Tout peut changer du jour au lendemain. Donc, quelqu'un qui reste là pendant 1 an en préparant son projet, il ne va jamais sauter parce qu'il n'est pas dans de bonnes dispositions pour apporter du concret dans son projet. Donc, en termes d'information générale, aujourd'hui, si je dois faire une conclusion sur la première partie par rapport à l'environnement, prenez le temps de voyager. Voyager, ça ne se prépare pas. Parce qu'un entrepreneur, il a une opportunité. Il l'a saisie. Il va y aller, avec méthode bien sûr, mais il faut qu'il y ait cette première phase de découverte de l'environnement. Par exemple,
j'ai une entreprise, je veux créer une entreprise de transformation de légumes, fruits et légumes. Alors, je vais au Bénin, je serai à la rencontre des producteurs, je vais visiter des exploitations agricoles et je vais me poser la question de savoir quels sont les produits que je peux transformer aujourd'hui qui peuvent me donner d'autres produits dont la population a besoin aujourd'hui. Et là, je me permets de réfléchir sur un plan pratique. Quelles seront plus tard les machines que je vais acquérir pour apporter une contribution efficace dans mon projet et dans le développement de mon pays. Théo, je vais devoir vous couper. J'ai 15 minutes. J'ai dépassé les 15 minutes. Vous n'êtes pas très loin. Oui, donc vous me laissez terminer. Si j'ai 15 minutes, juste 2 minutes. Juste 2 minutes. Parfait. Oui, bien sûr. Parfait. En fait, l'autre chose aussi qui est importante, à chaque fois, moi ce que j'ai constaté, quelqu'un a un projet et me dit, est-ce que je dois rencontrer un ministre pour développer un projet? Mais arrêtez, un ministre ne gère rien du tout. Même un président, vous le rencontrez, c'est pour faire quoi? Il ne peut rien faire pour vous. Un projet, c'est avec une clientèle ciblée. Étudier le terrain sur le plan technique, sur le plan juridique, sur le plan économique, sur le plan financier, et vous y allez. Je donne un exemple très précis. Avant-hier, dans mes bureaux, j'ai reçu un senior de 67 ans qui est un retraité du Pôle emploi. Il veut créer un cabinet au Sénégal, ça fait 2 ans qu'il hésite. Il me dit, il me faut des bureaux, il me faut rencontrer le ministre qui s'occupe de l'emploi des jeunes. Je dis, mais mon frère, tu n'as pas besoin de ça. Tu veux créer un cabinet. Tu n'as pas encore les moyens de créer un cabinet. Viens au Sénégal. Tu lances une formation de développement personnel. Tu vas faire inscrire 10 jeunes, tu les accompagnes. Crée une autre formation en leadership. Fais du coaching. Va à la rencontre des lycées. Prépare le terrain pendant quelques mois. Et juste à l'issue de ces rencontres, tu vas te sentir fort et tu vas avoir de la notoriété en matière d'intervention au niveau du public. Maintenant, plus tard, tu peux nouer des partenariats avec des personnes qui ont des salles, qui ont des activités pérennes, avec qui vous allez travailler pour développer votre projet. Mais si vous attendez des bureaux, la présidence, le ministère, vous n'allez jamais entreprendre. Maintenant, pour terminer, c'est une bonne idée. Ouais, pour terminer, ça c'est très important parce que je vais partager mes livres. Mes livres, je ne gagne absolument rien, je ne gagne aucun centime dans mes livres. Il est important de les partager. Moi, je suis une personne engagée en Afrique. Même l'école que j'ai créée cette année, une université privée d'alternance, la majeure partie des meubles sont faits en Afrique. Mon bureau est intégralement fait en Afrique. Alors, ce que je dis, vous pouvez le filmer, vous l'enregistrer parce que c'est des informations qui sont vraies. Lorsque j'ai eu l'idée d'écrire, je me suis dit je ne gagnerai aucun centime dans mes écrits. J'ai dit à l'Harmattan, je renonce à toute contribution financière. Tout ce que je veux, facilitez-moi la production des livres avec des prix attractifs pour permettre à des personnes de bénéficier d'une bonne connaissance. Cela m'a permis d'écrire un premier ouvrage. Cet ouvrage est destiné à des personnes qui ont l'envie et qui ont peur. J'ai peur. Il ne faut pas avoir peur. Il y a tout en Afrique. Alors, je précise que ce livre, c'est un livre, c'est une méthode. Dans la classe, il y a une ancienne étudiante qui est là. En tout cas, si elle le souhaite, j'aurais bien souhaité qu'elle prenne la parole pour vous parler des sujets sur lesquels elle a déjà travaillé. Nous allons avoir un entretien. Nous allons avoir là immédiatement un débat. Donc, si ça ne vous dérange pas, on va directement commencer avec le débat, les uns et les autres, pour qu'ils prennent la parole et vous interrogent les uns et les autres. Je sais que M. Keïta va partir, c'est pas contre vous. Mais je sais pas. C'est pas contre vous. On va commencer, on va y aller rapidement. Je sais pas. Les livres, ils sont là. Ah non. Si vous voulez me couper la parole, pas non, je ne vous coupe pas la parole. Continuer. J'essaie simplement de. Comme vous voulez. De la répartir. Comme vous voulez, pas de problème. Ça, c'est un politique, hein. Il a réussi un peu la salle. Ça, c'est un assassinat politique. Non, c'est pas grave, je vais reprendre la parole. Alors, n'oubliez pas que je devais rentrer depuis avant-hier. Hein. J'ai quand même reculé mon pied, hein. J'ai payé des pénalités. Parce que je suis entrepreneur. Non, je saisis des opportunités, moi. Tout ce qui m'intéresse après, c'est ma contribution. Alors, le deuxième livre, la méthode plus un business plan. L'exemple d'une entreprise mauritanienne, Tiviski. Voilà, de l'idée au projet.
J'ai été inspiré par la Côte d'Ivoire pour ce livre du Sénégal. J'ai été reçu en 2012 par le gouverneur du district d'Abidjan. Il m'a présenté la Bible ivoirienne en matière de développement économique, un plan. Et je me suis inspiré de la situation ivoirienne, plus une petite expérience gabonaise, pour écrire le plan Sénégal émergent, le schéma de développement du Sénégal. Donc si vous lisez le plan Sénégal émergent, tout se passe comme si vous lisez le plan africain en matière de développement économique. Et dans tous mes écrits, un mot d'ordre, je vise les jeunes et les femmes, et tout ceci en matière d'entrepreneuriat. Mon dernier livre qui est sorti le samedi passé, c'est un livre que j'ai intitulé Lettre à la jeunesse africaine. Vous savez, quand vous écrivez Afrique, Afrique, vous ne vendez pas beaucoup en Europe. Je le sais. On m'a toujours conseillé d'écrire entreprendre uniquement. J'ai dit non, moi j'écris pas entreprendre, j'écris entreprendre en Afrique. Même si je ne vends pas beaucoup, c'est mon problème. Je dis comment entreprendre en Afrique. Je n'ai pas besoin de dire entreprendre pour que tout le monde achète. J'ai dit, ceux qui veulent entreprendre en Afrique, voici la méthode. Moi, j'ai une spécialité, elle est africaine. Par exemple, ce livre-là, on m'a dit le contenu est excellent. Mademoiselle l'a déjà lu. Et ce qui se passe, c'est qu'on m'avait demandé de mettre lettre à la jeunesse pour vendre plus. J'ai dit non. Moi, je m'adresse à la jeunesse africaine. Ce sont des contributions africaines, ce sont des voyages africains. Mais pourquoi je vais mettre lettre à la jeunesse pour avoir beaucoup plus d'argent? Je veux avoir juste une idée qui est très simple. Comment partager mes informations avec un public et ensemble on peut développer notre Afrique. Point barre. Donc je ne cherche pas à gagner de l'argent par rapport à ces ouvrages. Je vais les vendre bien sûr, mais c'est pour le compte de l'argent. J'ai renoncé à toute forme de contribution financière dans ces livres-là. Merci beaucoup. Il y a quelque chose pour lui. Oui. Alors, je pense qu'on a prévu une phase d'échange, à moins que Steve n'ait quelque chose à dire avant qu'on... D'accord. Alors, la première chose que je voudrais quand même demander, parce que si j'ai bien compris, l'idée c'est de dire que quand on veut investir en Afrique, il vaut mieux être en Afrique pour le faire. Et puis la deuxième, c'est que l'Afrique aujourd'hui attend de nous que nous puissions également contribuer à son développement. En Afrique, on attend certes les investissements, mais ce sont les investissements directs étrangers qui viennent notamment d'Europe. Et si vous suivez un peu l'actualité, les accords de partenariat économique, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux aujourd'hui. On se demande si les Africains vont signer ou pas. L'Europe les pousse à le faire. La diaspora, je ne sais pas quelle est sa position là-dessus. On aura le temps d'y revenir. Mais est-ce que vous avez des questions déjà par rapport aux différentes interventions, que ce soit celle de Théo, celle de Cheikh Fita ou d'autres, mais mademoiselle. Présentez-vous et posez vos questions. Bonjour, moi je suis Gisèle Tada, donc je suis responsable assurance qualité et aussi entrepreneur en fait. Donc j'ai créé mon entreprise ici en France, donc c'est un site internet qui vend des box qui permettent de faire en fait un plat africain, donc peu importe ce que vous voulez faire, vous commandez la box et on vous envoie le packaging, tous les ingrédients. Par la suite, je me suis aussi entre-temps rendue au Cameroun, donc j'ai fait 1 mois et demi là-bas au mois de juin, et j'ai essayé un petit peu de repérer le terrain parce que je voulais aussi dupliquer ce modèle en fait dans mon pays d'origine, parce que je suis camerounaise d'origine. Et j'ai vraiment rencontré énormément de difficultés, rien que déjà pour la création de mon entreprise. Parce qu'effectivement, comme je disais, je passais par le ministère, je suis allée dans différents, j'ai dû faire, je ne sais même plus, 3 ministères différents. Rien que pour pouvoir créer la société, ça a été impossible. J'ai passé 1 mois et demi, je suis rentrée sans avoir vraiment créé quelque chose sur place, alors que j'avais le budget, j'avais les éléments. Et je suis même allée au ministère de l'Emploi pour leur dire que j'étais capable de créer dès le départ, au moins 5 emplois, parce que j'avais déjà fait en fait tout mon business plan, identifié mon organisation. J'ai une boutique qui est disponible de 100 mètres carrés, donc là j'ai des loyers que je paye alors que je ne suis pas sur place. Et je n'ai pas réussi à me lancer, je ne sais pas comment faire. Il y a ce point-là parce qu'à un moment, il y a monsieur, c'était monsieur... Non, Dogat, pas monsieur, Dogat.
De GAT, excusez-moi. Oui. Deux syllabes, Vous 5 lettres. disiez, il faut savoir choisir les partenaires locaux et idéaux. Donc moi, je me demandais, en termes de partenaires, c'est quoi exactement? C'est sur le secteur, ce sont les fournisseurs, c'est les partenaires au niveau communication. Comment faire, en fait, pour pouvoir vraiment commencer à avoir une visibilité ou une image, quoi? Parce que le temps passe pour moi. Merci. Est-ce qu'il faut prendre d'autres questions, c'est mieux? Non, on répondra déjà à celle-là dans un premier temps. Oui, et des réponses rapides. Là, je vais faire 45 secondes, ça va? Vous êtes fort. Alors, d'abord, un loyer de 100 mètres carrés des locaux qui ne sont pas utilisés, c'est vraiment la bienveillance, même si c'est en Afrique. C'est quand même de l'argent jeté, vous pourriez le sous-traiter, le confier en attendant à quelqu'un. J'essaie de faire autre chose. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des boutiques éphémères. Donc là, je sous-loue en fait à des personnes. Donc l'argent rentre quand même. Voilà, il y a quand même un peu d'argent qui rentre. J'ai eu peur. Non, il y a des personnes qui ont besoin, mais c'est éphémère en fait. Du coup, j'ai dû réfléchir à un modèle. Exactement. Pour que ça puisse être loué à la semaine ou mois. Alors, votre question, les partenaires. Moi, je parlais des partenaires qui sont tous ceux qui sont dans l'environnement, dans votre écosystème. Autant ceux avec qui vous allez travailler, qui vont vous relayer. Alors, on peut ne pas être sur place à vitam, mais ça veut dire qu'il faut être là constamment. Vous savez, quand vous n'êtes pas sur place en Afrique, on considère qu'il ne se passe rien. Donc, il faut y aller souvent, ou il faut demeurer. Bon. Si vos obligations vous amènent à être ici, ça veut donc dire qu'il va falloir penser à ce que tous les mois, vous passez 10 jours sur place pour booster les choses, sinon ça n'avancera pas. Partenaires en relais. Et les partenaires, ceux qui sont en amont et en aval de votre activité, qui sont les partenaires pour recevoir des intrants, les fournisseurs, etc. et pour écouler. Il faut bien choisir cela parce que l'entreprendre, c'est une chaîne. Si vous avez des mauvais produits qui arrivent en amont, un mauvais sourcing dans l'approvisionnement, vous n'avez pas débouché. Si vous avez des bons produits, une bonne équipe, mais au niveau commercial, sur le terrain, vous n'avez pas les bons emplacements, des gens qui travaillent. Donc, on est obligé de réfléchir à toutes ces étapes-là. Dans votre business plan que vous avez fait, vous avez dû regarder ce qui s'est passé dans la concurrence. Oui, tout à fait. Enfin, j'espère. Oui. Et donc, il faut aussi, entreprendre, c'est aussi faire de la veille. C'est de l'intelligence économique. Savoir comment ça fonctionne localement. Comment font ceux qui sont déjà sur place. Leader ou pas leader ou challenger. Donc, ça vous donne une idée de la manière dont ils ont structuré. Et voir comment ça fonctionne. Autant que faire se peut, parce qu'on ne peut pas toujours avoir l'information sur l'activité des entreprises, parce qu'on a un greffe défaillant parfois, et l'information financière n'est pas disponible, et le banquier en général, il est astreint à une confidentialité. Donc en fait, c'est en écoutant les clients ou les fournisseurs de vos concurrents que vous faites une idée de ce qui se passe. Mais le truc, c'est que moi, comme le Cameroun n'accepte pas la double nationalité, bref, donc je suis française, donc je me suis retrouvée à avoir vraiment des problèmes là-bas. Alors que si j'avais été camerounaise, ça aurait été beaucoup plus... Ah, mais ça, il faut deviner. Mais c'est ça. Camerounais, vous devez... c'est votre problème. Donc, il y a un moment, il faut choisir. Non, mais c'est vrai, j'ai trop... Donc, ça veut dire que vous le saviez en partant, même moi je le sais alors. Mais je ne savais pas que ça allait être aussi... Non, mais bon, après, on ne va pas commencer à pointer chaque pays parce qu'il faut qu'on puisse voyager en paix. Mais ce que je veux dire, c'est que la facilitation donnée à la création d'entreprise avec des guichets uniques existe, j'allais dire, de Djibouti à l'Afrique du Sud, de Bangui, donc il n'y a pas de raison. Allez droit au but sur le business. C'est-à-dire l'immatriculation, bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des fonctionnaires ici ou là. Je ne parle pas du Cameroun, hein. Le Camerounais ne m'attaquez pas. Déjà, pour vous empêcher d'accélérer à la création de votre entreprise simplement parce que ils ont la gorge nouée, il n'y a pas eu à boire et donc votre dossier traîne. Bon, donc il faut aussi avoir des accélérations. Merci Logan. Il y a Cheikh qui voulait dire un mot. Il y a des questions. Alors je fais très vite parce qu'il y a des questions. Je voulais simplement ajouter merci pour monsieur Fan. Théolam. Monsieur Théolam. Monsieur Théolam, j'ai une bonne nouvelle pour vous. À ma qualité d'ambassadeur de Conakry, capitale mondiale du livre, vous savez, la Guinée a été élue comme pays qui est cette année capitale mondiale du livre, et je suis ambassadeur de cet événement. Je vous invite officiellement à Conakry pour présenter vos livres.
aussi, à l'occasion du Salon du Livre ici à Paris, nous aurons un stand à ce titre, Guinée, capitale mondiale du livre. Donc vous pouvez venir avec vos livres pour montrer ce que vous savez faire, et déjà, c'est de qualité déjà que je vois. Alors, Conakry est capitale mondiale du livre, j'en profite pour le dire, vous êtes tous africains. Nous avons lancé un livre pour un enfant guinéen, donc si vous voulez offrir des livres, vous pouvez donner des livres, un livre neuf ou bien ancien aux enfants de la Guinée, et nous faisons l'opération prochainement pour d'autres pays. Alors, je voulais ajouter ceci pour l'entrepreneuriat. Donc, pour offrir les livres, il faut nous envoyer un mail sur goafricanow@gmail.com. goafricanow@gmail.com pour offrir les livres. Donc, on vous reprendra et on viendra chercher les livres que vous voulez donner. Alors, je voulais rebondir sur la question de la dame, de la demoiselle. Pour réussir sur le marché, il ne faut pas voir seulement la concurrence. Bien sûr, c'est intéressant. Mais il faut avoir un sens plus évolué pour acter ce qu'on appelle la complémentarité. C'est-à-dire, vous allez sur le marché, vous voyez les gens qui sont dans votre service et dans votre réseau, qui travaillent sur votre secteur plutôt, qui est la même aptitude que vous. Alors, au lieu d'être concurrent, on peut être complémentaire. Donc, on peut valider des expertises ensemble, créer des deals ensemble pour avancer sur le marché. C'est aussi une façon de faire pour réussir sur le marché. Parce que je suis sûr, avec la créativité aujourd'hui en Afrique, avec l'évolution des mentalités pour l'entrepreneuriat, le mot qui va perdre de sens peut-être dans quelques années, c'est la concurrence. Alors que finalement, la complémentarité prend de l'effet. Et même si on est à la genèse de sa création, on veut entreprendre rapidement, on peut faire un tour des choses pour créer une certaine complémentarité, c'est-à-dire trouver des personnes qui pensent comme vous. Peut-être on crée sûrement une entreprise soi-même, mais on a des gens qui peuvent partager l'idée que vous avez. Donc si vous pouvez mutualiser ce que vous avez, vous pouvez être complémentaire. Et être complémentaire, on se trompe 2 fois moins, et donc on peut réussir. Pardon, je vais vous frustrer 2 petites secondes, mais c'est pour vous faire plaisir pour toute la suite. Oui. Alors, on va donner la parole à quelqu'un qui n'est pas dans la salle avec nous, mais qui est sur Skype, qui a commencé ses études au Cameroun, qui a étudié ici en France, a travaillé en France dans une banque de la place avant de rejoindre la Banque mondiale et d'aller s'établir au Sénégal. C'était Boulou, et nous allons regarder notamment une vidéo consacrée à son entreprise qui s'appelle Somme Tout. Ça ne va pas durer très longtemps, mais ça permettra en tout cas de vous planter déjà le décor de ce qu'il fait. Je vous ai brièvement parlé de son parcours. Il a étudié à Sciences Po, il a été à Polytech également. Mais il a eu le courage, comme nous le souhaitons ici pour beaucoup, de retourner sur le continent africain et de faire ce retour d'expérience qui est proposé. S'il est prêt, je pense qu'on peut lui donner la parole tout de suite pour qu'il puisse faire ce partage de... Voilà, il a la parole. Juste pour régler un petit souci technique, je te laisse... D'accord, et pendant qu'on en parle, Dogan, il y a un secteur, il y a un mot. Non, c'est... Tu peux parler, hein. Des fois, je te dis que tu ne parles pas, mais d'autres fois, je peux te permettre de parler aussi. D'accord. En Afrique, on parle beaucoup du secteur informel. Or, ce secteur pèse beaucoup dans nos économies, que ce soit par les femmes dont tu parlais, dont l'activité n'est enregistrée dans aucune chambre de commerce. Est-ce que l'informel n'est pas réellement le formel, finalement, sur le continent africain? D'abord, on l'appelle informel, mais c'est l'activité. Il y a un fonds de roulement, un fonds de caisse, des clients, une structure. Ceux qui sont dans l'informel gagnent de l'argent. Le seul élément, je n'encourage pas l'informel pour une seule raison. Pour que les États africains, je vais dire nos États, les parties, moi je suis français et africain, donc je peux dire nos États, ont besoin de ressources. Donc, il n'y a pas d'économie émergente, d'économie qui croît, il n'y a pas de croissance s'il n'y a pas de taxes et d'impôts levés. C'est pas possible. Donc, si on ne veut pas continuer à dépendre de l'aide extérieure un peu machiavélique, il faut créer la richesse localement. Donc, il faut pouvoir faire en sorte que ceux qui entreprennent apportent, donc gagnent de l'argent et apportent leur contribution. Donc, il faut formaliser le système informel. Mais comme j'ai dit à quelques autorités, vous n'arriverez pas à attirer
des commerçants, des artisans du secteur informel vers le secteur formel s'ils n'y trouvent pas leur intérêt. Donc, si c'est uniquement le bateau, on va vous donner des taxes parce que vous devez payer l'impôt, ça ne marchera pas. Il faut accompagner droits et devoirs, avantages et inconvénients. Ce n'est pas un inconvénient de payer sa taxe. Ça veut dire qu'on a gagné de l'argent entre nous. Donc, en contrepartie de l'impôt, de la taxe, de la patente, il faut un service. Quand une dame va au marché et qu'elle paye sa place sur le marché, elle est dans l'informel peut-être dans son activité, dans son enregistrement, mais vis-à-vis de la commune, même si elle n'est pas enregistrée en tant que telle, elle est au moins enregistrée tous les jours où elle passe au marché, où elle paye sa patente. Et comme elle paye sa patente, ça veut donc dire qu'elle a en contrepartie une surface pour travailler. Et donc, c'est la même chose. Si on accompagne l'imposition, les taxes sur l'activité, de tout ce qui est accompagnement, formation, identification, si l'entrepreneur y trouve son compte, il y viendra. C'est parce qu'il y a toujours une série de blocages, de lourdeurs inhérentes à... C'est même pas à l'administration, inhérentes à des individus, à des agents dans l'administration. Il ne faut pas commencer à mettre de problème sur tout le monde, que les choses ne fonctionnent pas. Et c'est ce secteur-là qu'il faut aussi drainer. Un des points sur lesquels on travaille actuellement avec ma plateforme, c'est l'épargne existante en Afrique, dans les foyers, auprès des commerçants. Donc il y a de l'argent. Simplement cet argent-là, il n'est pas fléché et pointé vers l'investissement, puisqu'on ne sait pas attirer dans des outils de placement à long terme, à moyen terme, dans la finance, mais en tout cas, on ne sait pas attirer, capitaliser cet argent-là pour le rendre disponible pour les États. Donc, c'est aussi une manière que si vous voulez l'argent de quelqu'un, vous lui faites la cour. Donc, c'est le... Non, je ne parle pas de... hommes et femmes, comment ça va? On t'a compris. Merci. Donc, le plus important, c'est qu'on ait quand même, dans cette démarche-là, le message des États auprès des entreprises, auprès des commerçants, pour leur donner en contrepartie de s'approcher. L'informel existe partout dans le monde. Ici où on vit, on a trouvé une solution pour l'informel. On est allé sur l'auto-entreprise, la micro-entreprise. Donc on a trouvé une manière de faire en sorte qu'on laisse les gens entreprendre, trouver des solutions, tout en ayant une petite contribution. Donc c'est aussi une manière de formaliser progressivement, à condition, encore une fois, qu'il y ait une contrepartie. S'il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de raison qu'un commerçant qui fait des milliards, parfois même son banquier, il s'arrange pour que le banquier ne sache pas la teneur et la provenance des fonds. Donc, c'est une question de donnant-donnant, et un entrepreneur comprend bien ça. Si vous me permettez, madame, vous savez tout à l'heure, je l'ai dit, si vous rencontrez les autorités pour créer une entreprise, vous n'allez jamais créer une entreprise. Vous avez perdu 45 minutes. Voilà. Donc ça commence, je vais... Non, allez rapidement. Non, allez. Ah oui. Théo, vas-y. Non. C'est pas grave. Pour la vidéo. Alors, on a effectivement Ted Boulou qui, en ce moment, est au Sénégal, donc à Dakar, et qui a créé une société qui s'appelle Sontou. Je vais le laisser se présenter et puis nous partager un peu son expérience d'entrepreneur parti de la diaspora pour entreprendre sur le continent. C'est à toi, Ted. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour Ted. On m'entend bien, je peux avancer? Oui, on t'entend, vas-y. Donc merci pour l'invitation de DSP. Je ne peux pas être là, je suis à Dakar et la DSP n'a pas pu payer le billet d'avion, donc c'est pour ça que je suis resté. Et je pense que le plus simple, c'est, je ne sais pas si on peut montrer 45 secondes à la vidéo pour poser le contexte un peu, et puis je vais continuer. Alors le petit souci, c'est qu'on n'est pas très doué en informatique, donc on a du mal à...
à suite. Ok. On a juste le son. Et bon, sinon on fait ça, on peut faire ça. Voilà. Ok, alors la vidéo montrait une vendeuse de poissons. Yannick, je peux y aller? Oui, on t'entend. Voilà, ok. Et donc l'idée, c'était de présenter un peu Somtou. Somtou, en fait, c'est un appareil de gestion destiné au secteur informel dont on parlait à l'instant. Un secteur informel sur lequel on a beaucoup de préjugés et très peu de chiffres en réalité. L'idée étant que dans la plupart de nos pays, que ce soit africains en général et puis émergents en général, c'est-à-dire qu'on parle de l'Asie, de l'Amérique latine, tous ces pays qui sont dits émergents ont un secteur informel qui constitue entre 60, 50, 70%, ça dépend des estimations de l'économie. Mais c'est un secteur qui est très peu connu parce qu'on n'a pas d'outils de gestion, on n'a pas d'outils de collecte d'informations, on n'a quasiment rien sur ce secteur, mais on sait que c'est à grande partie à la fois de l'économie et des emplois. Et donc nous, ce qu'on a réussi à faire, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut aider les vrais entrepreneurs, parce que je considère que la vendeuse de poissons, le boutiquier, le tailleur, le menuisier, ce sont les vrais entrepreneurs, c'est eux qui créent la richesse au quotidien. Comment est-ce qu'on peut aider ces entrepreneurs-là à mieux gérer leur activité, à monter en productivité sans pour autant renier les fondamentaux de leur activité? Et ça, pour ça, on a fabriqué un appareil de gestion qui s'appelle la Somtou et qui permet à la vendeuse de poissons de savoir combien elle gagne, de savoir quels sont les poissons préférés de ses clients, de savoir à qui elle doit de l'argent. Et la spécificité de notre outil, c'est que, premièrement, on le fabrique nous-mêmes. Il est fait en bois, c'est assez original. Et il est fabriqué par nous-mêmes ici au Sénégal. Et surtout, il a une interface qui est sans texte. C'est-à-dire qu'on a un outil qui est basé uniquement sur l'image et la reconnaissance vocale. Et ça permet à n'importe qui, quel que soit le niveau d'éducation, d'être capable de gérer son activité. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se dire que nous, en tant que diaspora ou en tant que personnes qui avons eu l'opportunité d'aller et peut-être de revenir, l'idée, c'est de ne pas oublier les fondamentaux des environnements dans lesquels on a grandi. Alors, je pense que c'est facile, effectivement, quand on passe du temps en Europe, après de s'intéresser à des problèmes et à des solutions qui ne sont pas celles de la base. On va s'intéresser, je veux dire, aux réseaux sociaux, à la technologie de manière extrêmement, j'ai envie de dire, aboutie. Alors qu'on sait bien que dans notre environnement, on mangeait des beignets chez la vendeuse de beignets, on allait acheter ce qu'on consommait à la boutique, on faisait faire nos meubles par le menuisier, on allait voir la Bayam Salam au marché. Et en réalité, on ne doit pas oublier que c'est ces problèmes-là qu'on doit résoudre. Je parlais récemment, quand j'étais encore à Paris, du problème de la bancarisation. Quand on parle de bancarisation en Afrique, on dit que l'Afrique est sous-bancarisée, qu'il n'y a que 10%, 5% des Africains qui ont des comptes bancaires. Effectivement, si on estime que la solution à la problématique du financement, c'est d'aller dans une institution financière, on peut dire ça. Mais on sait tous, nous tous, que nos parents, nos frères sont dans 4-5 tontines, et ces outils sont des outils de financement de l'économie. Et donc, tant qu'on approche l'Afrique, tant qu'on approche le problème de l'Afrique avec, je dirais, des solutions et des conceptions qui ne sont pas le prolongement de ce qu'on connaît, et ben on n'y arrivera pas. Donc, ce que moi je pense que la diaspora doit faire, c'est d'analyser les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, s'il y a des tontines, c'est qu'elles répondent à un besoin et qu'elles font quelque chose, elles ont une réelle utilité. Ce que moi j'attends de la diaspora, c'est pas qu'elles rapportent des banques en Afrique, c'est qu'elles se disent comment est-ce que j'optimise la tontine, quels sont les mécanismes, comment je peux introduire peut-être des ordinateurs, comment je peux introduire des systèmes de gestion qui font que les tontines fassent mieux leur travail. De la même manière, quand je vais analyser la vendeuse de poissons, je ne vais pas lui dire « Ah, il faut que tu arrêtes complètement de faire ce que tu fais pour aller ouvrir un grand magasin de poissonnerie. » Je vais dire « Ok, dans ton environnement, de quoi as-tu besoin? Est-ce que tu as besoin d'un outil pour savoir combien tu as gagné? Est-ce que tu as besoin d'un banc pour mieux t'asseoir? Est-ce que tu as besoin d'un tablier pour être mieux habillé? » Et c'est en répondant à ces besoins de manière très pragmatique et très simple qu'on va vraiment avoir un vrai impact. Donc c'est un peu l'orientation de mon intervention. Je laisse un peu de place pour les questions. Pour revenir sur mon parcours, moi je suis, effectivement j'ai grandi au Cameroun, j'ai eu mon bac au Cameroun. Après je suis allé à Paris, j'ai fait mes études à Polytechnique. Et puis j'ai travaillé un peu à la Société Générale avant d'aller à la Banque mondiale au Sénégal. Et depuis 2 ans, on est à temps plein avec une équipe de 11 personnes qui sont de 6 nationalités. Hein, c'est ça aussi le panafricanisme. Il y a
Béninois, des Sénégalais, des Camerounais, des Togolais, des Burkinabés dans mon équipe. Et il y a des ingénieurs, des électroniciens, des designers, des marketeurs et tout ça, c'est ça qui fait l'équipe surtout. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Juste Louis, je voulais juste préciser parce que Ted a utilisé le terme Bayam Salam. Il n'y a que les Camerounais qui comprennent ce terme. Donc je voulais traduire. Bayam Salam, c'est buy and sell, c'est-à-dire acheter et vendre. Donc c'est des femmes des marchés populaires qui justement achètent et revendent. Voilà, merci pour le nouveau terme Ted partagé avec les non-camerounais. Comment? La tontine. Une définition de la tontine? Comment? Ah bah, je vais laisser Yannick définir la tontine. Yannick est dans au moins 5 tontines, on peut lui demander. tu veux définir Ted ou pas? On te laisse compléter. Bon, alors, la tontine, il faut dire que... la tontine, c'est une organisation de personnes, une organisation aussi financière que associative, où les gens cotisent de l'argent. C'est-à-dire que chaque mois, les gens mettent une certaine somme d'argent sur laquelle on s'est entendu au départ, et à tour de rôle, chacun collecte la somme ainsi épargnée par la somme des gens. C'est-à-dire que chaque mois, chacun met la même somme, et le pot tourne comme ça de manière aléatoire en réalité. Et le tour est défini au début de la tontine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut emprunter de l'argent à tontine, on peut essayer de prendre l'argent avant son tour, on peut avoir des mécanismes financiers qui sont extrêmement sophistiqués, mais qui ont l'air comme ça de rien parce que c'est nos mamans, c'est nos papas qui font ça, mais c'est des systèmes financiers assez intéressants. Donc en fait, pour compléter ce que tu es en train de dire, au Cameroun, beaucoup d'hommes d'affaires fonctionnent via les tontines. Donc les tontines, nous sur Paris, on a des petites tontines où on cotise 50 €, 100 €, machin, histoire de dire qu'on se réunit et puis on fait quelque chose. Mais au Cameroun, des hommes d'affaires ont des cotisations mensuelles de 1 million de CFA, donc c'est 1500 €. 640, ça fait 1 million x 40, ça fait un capital pour lancer un business. Et en sachant que chaque mois, voilà, chacun met 1 million et ça tourne comme ça autour des grandes personnes. Dans les tontines, il y a des fonds de caisse auprès desquels les membres de la tontine peuvent emprunter. Les taux sont prohibitifs pour le moment, mais bon voilà, c'est déjà ça. C'est pas pire que pour la micro-entreprise, au microcrédit. Exactement. Mais la tontine, en fait, c'est vraiment des personnes qui se connaissent. Alors que le microcrédit, c'est une institution externe qui gère le crédit. Là, la tontine, c'est vraiment un collectif de personnes qui sont ensemble, réunies autour de certaines valeurs. Donc, pour la tontine, voilà, je pourrais en dire plus, mais le temps fait défaut. Bon, j'ai vu que beaucoup de mains s'étaient levées tout à l'heure pour les questions. Je ne les vois plus. Peut-être que tu auras une question. Donc, peut-être là. On en prendra quelques-unes, ça permettra de faire un tir groupé. On essaiera d'y répondre en même temps. Oui, bonjour et merci surtout de cette rencontre qui est, je pense, un rêve pour tout Africain, acteur de la solidarité internationale d'abord. Je vais y revenir parce que vous allez comprendre pourquoi. Je suis sénégalais, je dirige une fédération de 35 associations. Et aujourd'hui, toutes les institutions financières, tous nos bailleurs, tous nos partenaires au développement pensent qu'à une chose, comment faire pour que la diaspora soit le levier du développement économique de nos territoires d'origine. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour voir quelle est la dynamique qui se dessine en dehors du Sénégal pour que je puisse en récolter un peu d'expérience. Vous avez parlé tout à l'heure de l'entrepreneuriat. Oui, effectivement, tout le monde n'est pas entrepreneur. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est pourquoi on n'est pas actionnaire. Je donne un exemple. Au Sénégal, il y a une société qui a été créée et entièrement créée par les migrants qui s'appelle le Nyokolo Transport, tu dois connaître, qui est une entreprise de transport qui relie l'intérieur du pays à la capitale. Ils ont fait une levée de fonds de 300 millions de francs CFA en 6 mois. Parce que c'est d'abord une association qui faisait
tout ce qui est accès à l'accès, intervenez à l'accès aux services sociaux de base, notamment les écoles, l'eau potable, la santé. Mais un jour, ils se sont décidés à dire, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour que, d'abord, désenclaver nos territoires et gagner de l'argent en même temps. Donc l'association est passée de l'action solidaire associative à l'entrepreneuriat par l'actionnariat. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ces exemples-là sont très peu fréquents en Afrique et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse mutualiser non seulement nos compétences, nos expertises, parce que nous en avons beaucoup ici en France et en Europe, pour qu'on puisse demain être les acteurs de nos économies locales. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Rudy Miquel, je suis consultant, enfin je suis jeune diplômé en logistique, donc Gisèle, on pourra discuter de tes problèmes de logistique à l'issue de cette conférence. On a créé un cabinet parce que, comme beaucoup, difficile de se placer sur le marché de l'emploi, donc on crée, et parce que c'est ce qu'on sait faire de mieux puisqu'on est des êtres humains. Moi je remercie vraiment cette initiative et j'ai deux appels à l'aide, puisqu'on est là pour s'entraider, on fait tous partie de cette génération qui est dans le concret. La première chose, c'est que je suis sûr que si je faisais un sondage et je vous demandais comment est-ce que vous avez trouvé cet événement, les réponses vont être multiples et diverses, mais certainement fastidieuses. C'est pour la raison pour laquelle nous avons créé un outil, et nous sommes en train de développer un outil qui s'appelle, sur une plateforme qui s'appelle Demain c'est nous.today, qui va être votre agenda business et lifestyle de tout ce qui se fait dans le panafricain. C'est-à-dire, il se fait beaucoup de choses dans la culture ou dans d'autres domaines, mais aujourd'hui, des événements comme cela où on peut venir trouver, pourquoi pas des investisseurs, des personnes, des mentors ou des personnes de confiance et de qualité, c'est fastidieux de trouver ce genre de choses. Donc, c'est sur les réseaux, demain c'est nous.today, et aujourd'hui on a besoin de personnes pour accompagner, pour soutenir le projet, pour travailler dessus, parce qu'il faut de l'aide et il faut pouvoir s'entourer. Le deuxième appel à l'aide, je serai très bref, c'est sur une question qui est proéminente, et je salue à cet effet mon ami Ted. Nous avons créé aussi, parce qu'on fait aussi partie de cette génération de l'hyperactivité, nous avons créé l'Institut des écosystèmes d'affaires africains. Notre but est très simple, c'est d'étudier et de mailler le secteur informel en Afrique. Donc nous allons travailler avec notamment Somtou pour savoir quel est l'impact aujourd'hui pour une société de construction, qu'elle soit française ou africaine par exemple, qui en traçant une route va enlever la maman qui vend des beignets et dont le commerce nourrissait 6 à 7 personnes derrière. Quel va être le réel impact et comment venir derrière conjuguer cet impact pour les personnes. Donc un appel encore, on pourra en discuter. Nous voulons faire des publications, les proposer à des acteurs institutionnels et mettre en place des projets et des centres d'expérimentation avec des nouvelles pratiques et des nouvelles techniques comme Somtou. Donc très heureux de discuter avec chacun de vous et je pense que demander de l'aide est le premier pas vers l'entrepreneuriat. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On va en prendre combien, Louis? 5. On en a 2. Bonjour, comme la méga civile, donc je suis ingénieur de projet dans maîtrise énergétique et management de l'énergie. Je suis porteur du projet, donc l'idée c'est de développer, d'aider effectivement l'Afrique, en commençant par les Togo, déjà je suis d'origine togolaise. Donc à la maîtrise énergétique, déjà qu'on n'en a pas assez, il faut savoir l'utiliser le peu qu'on a de façon sobre. Donc voilà, je suis porteur du projet, donc moi j'ai beaucoup d'inquiétudes, même si je suis déjà lancé dans la création de l'entreprise, mais mon inquiétude, quand vous avez intervenu monsieur Théo Lam, qu'on ne peut pas être ici forcément et réussir un projet en Afrique. Mais bon, on est quand même engagé, on est dans un système qui nous engage à pas mal de choses ici. Et aujourd'hui, je ne peux pas laisser effectivement mon boulot, sachant que je ne sais pas ce que ça va donner. Vous évoquez, à chaque fois, il n'y a pas un qui n'évoque pas l'échec en tout début
d'entrepreneuriat. Donc je ne peux pas me permettre aujourd'hui de laisser mon boulot, le peu de revenus pour payer un petit boycott, voilà, pour engager pleinement dans mon projet. Quelle est la stratégie, le point d'attaque dans ce cas? Parce que c'est mon inquiétude aujourd'hui, et puis j'ai peur là-dessus. C'est pas la compétence qui manque et c'est pas le réseau. On peut essayer de faire l'étude du marché, enfin d'avancer sur le sujet, mais aller vivre 100% là-bas, point de vue, je pense que c'est un risque. Qu'est-ce qu'il y a à faire? J'ai besoin d'aide. Et aussi pour le business plan, surtout le business plan financier, vous voyez un peu. Voilà, j'ai des lacunes là-dedans, donc j'aurais besoin peut-être si vous avez des conseils. Est-ce que vous êtes salarié ou pas? Oui, je suis salarié. Vous êtes salarié. Ouais. Est-ce que vous connaissez la salaire? La salaire? C'est juste pour... Non. Vous ne connaissez pas, d'accord. Alors, juste pour justement les personnes qui ont des envies, des demandes, vous enverrez ensuite à l'adresse de la DSP toutes vos demandes et comme ça on essaiera de relayer ça au niveau déjà des membres de la DSP qui peuvent éventuellement vous soutenir dans ce sens.